Bonjour et bienvenue à cette autre édition des Publications universitaires, diffusée sur les ondes de CIBL 101.5 FM Radio Montréal. Notre émission s'est donnée pour objectif de faire connaître les travaux récents des auteurs et des chercheurs du monde universitaire du Québec. Cette semaine à l'émission, nous explorons le thème de la laïcité au Québec et dans le monde en compagnie de Micheline Milot. Micheline Milot est professeure de sociologie des religions à l'Université du Québec à Montréal. Elle donne également des conférences partout dans le monde sur les principes et sur les fondements de la laïcité. L'équipe des Publications universitaires s'est entretenue avec Micheline Milot à propos de son dernier livre, La laïcité, en 25 questions, publié en 2008 aux éditions Novalis. Nous écoutons donc dès maintenant cette entrevue. Si on commençait, dans votre livre, vous dites que, indépendamment des modèles de laïcité dans le monde, vous dites que la laïcité présente toujours un minimum de 3 principes de base. Quels sont ces 3 principes? En fait, la laïcité, même l'idée de la laïcité, parce que la laïcité ne tombe jamais du ciel tout à coup, là, historiquement, les principes qui se sont dessinés, qui peu à peu ont formé les régimes de laïcité, c'est d'abord une recherche d'égalité des cultes et de liberté de conscience et de religion dans les différents pays pour essayer de pacifier la cohabitation. Et pour que cela soit possible, pour assurer la liberté de conscience et de religion aux individus qui adoptent des convictions différentes nécessairement dans tous les pays du monde, et assurer l'égalité des citoyens, eh bien, il faut que l'État puisse être neutre. C'est le deuxième principe, donc la neutralité de l'État, c'est-à-dire être impartial face aux différentes visions du monde qui cohabitent dans la société. Et troisièmement, pour assurer cette neutralité, il faut que l'État puisse être séparé des églises dominantes ou d'une confession dominante dans la société, parce que sinon, cette église ou cette religion dominante va essayer d'influencer les normes collectives et donc il risque d'y avoir une inéquité dans l'application des principes fondamentaux de la liberté de conscience et de religion et de l'égalité. Madame Milot, si on parlait de l'athéisme, quelle est la différence entre l'athéisme et la laïcité? Est-ce qu'un État qui fait de l'athéisme une obligation civique peut être considéré comme un pays laïque? Non, parce que l'athéisme, c'est une doctrine, en fait, c'est une croyance qui, et si un pays adopte l'athéisme et l'impose à tous, c'est exactement comme si un pays adopte la religion catholique comme religion d'État et l'impose à tous ses citoyens. Donc, la liberté de religion, la liberté de conscience est sapée à sa base même. Donc, les régimes athées ou les régimes entièrement séculiers ne sont pas des régimes qui, lorsqu'ils se sont imposés, peuvent être considérés comme des régimes laïques. Madame Milot, vous dites quelque chose dans votre livre qui contrevient aux idées populaires. Vous dites que le modèle franco-républicain n'est pas la seule forme possible de laïcité. Pourquoi fait-on cette association automatique selon laquelle la laïcité serait un produit strictement français? Vous dites qu'il existe des formes non républicaines de laïcité. En fait, la laïcité, compte tenu des 3 principes que j'ai décrits tout à l'heure, le respect des libertés de conscience, de religion, la séparation des pouvoirs et la neutralité ou l'impartialité de l'État, accompagne l'évolution de la modernité politique, c'est-à-dire accompagne les démocraties. Alors, les véritables démocraties, donc, même si nous ne retrouvons jamais dans l'absolu ces principes-là, c'est-à-dire c'est des principes, c'est des idéaux régulateurs avec lesquels on essaie finalement d'aménager la diversité, ces principes-là se retrouvent partout où les États de droit se sont instaurés. Alors, la différence, c'est que la laïcité française a été énormément mobilisée dans les discours politiques, dans le conflit aussi avec l'Église qui a marqué l'histoire de la France. Alors, donc, ils l'ont inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas le seul pays au monde où la laïcité est inscrite dans la Constitution, mais tous les pays, que on pense aux États-Unis, qui ont instauré la séparation de l'Église et de l'État avant la France. Les États-Unis l'ont fait au 18e siècle, alors que la France ne le fait qu'au début du 20e siècle. Donc, même s'il y a une rhétorique politique extrêmement importante en France sur la laïcité, tous les pays se sont demandé comment aménager la diversité religieuse et ont dû opter pour différentes formes de tolérance, pour des régimes de neutralité, pour des régimes de séparation de l'Église et de l'État. Moi, j'aimerais savoir, Madame Milot, s'il y a des pays qui sont réfractaires à l'adoption de systèmes laïques ou de principes laïques.
Oui, il y a des pays qui sont vraiment réfractaires. D'abord, on parlait tout à l'heure des pays qui vont imposer un athéisme d'État. Alors, déjà, c'est un exemple flagrant. Mais tous les pays qui tentent de limiter de façon importante la diversité des façons d'exprimer ses convictions dans l'espace public, sont tous des pays qui sont réfractaires à la laïcité. Alors, on le remarque présentement dans certains pays d'Amérique latine, on le remarque dans certains pays ou sociétés à majorité musulmane. On aimerait imposer une vision des normes collectives, une façon de considérer le lien social, soit à partir des préceptes de l'islam dans certains cas, soit à partir des préceptes catholiques dans certains pays d'Amérique latine ou autres. Et ces pays-là vont se trouver réfractaires justement à établir une égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur incroyance, autrement dit de traiter vraiment tous les citoyens sur un pied d'égalité. Madame Milot, si on faisait un plongeon dans l'étymologie, est-ce que les racines étymologiques du mot laïcité peuvent nous aider à saisir le concept de laïcité lui-même? Oui, tout à fait. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est une origine qui n'est pas très ancienne et qui remonte beaucoup plus aisément au conflit anticlérical qu'il y a eu en France, c'est le mot laicus. Laicus en latin veut dire celui qui n'est pas devenu un clerc. Alors, il est laïque, il n'a pas pris les ordres, on dit prendre les ordres, ou entrer dans les ordres. Mais l'origine la plus ancienne est une origine grecque, qui est laos. Et laos, c'est le peuple, ce qui signifie donc la légitimité dans la population. Et un des aspects forts dans l'histoire qui a irrigué l'avancée de la laïcité dans les nations, c'est justement qu'il y a un transfert de la légitimité du pouvoir. Vous savez que pendant des siècles, la légitimité du pouvoir dépendait des autorités religieuses du pays. Et la laïcité suppose un basculement, c'est-à-dire que la légitimité du pouvoir ne puise plus dans des normes religieuses, mais elle puise dans la souveraineté populaire. Madame Milot, si on faisait un peu d'histoire, dans l'histoire, quels ont été les premiers pays laïques? Probablement que même s'il y a il y a eu au 16e siècle, au 17e siècle, il y a eu des réflexions philosophiques pour essayer d'instaurer certains régimes de tolérance. Le premier pays à avoir vraiment officiellement décrété la séparation de l'Église et de l'État, ce sont les États-Unis. Alors, les États-Unis, probablement la première grande démocratie laïque, quoique avec une nuance, puisque le premier amendement de la Constitution en 1791 qui sépare l'Église et l'État, autrement dit, il n'y a pas d'Église officielle aux États-Unis et l'État s'engageait à ne favoriser ni ne défavoriser aucune religion, ça ne s'appliquait qu'au niveau fédéral. Et non pas dans chaque État des 13 premières colonies qui ont formé les États-Unis. Alors, c'est vraiment au niveau, je dirais, de la fédération, la première grande démocratie laïque, bien que dans chacun des États américains, il y avait encore des églises d'État. Par rapport à l'Angleterre, Madame Milot, les États-Unis, les ont-ils devancés là-dessus ou est-ce qu'ils se sont inspirés de l'Angleterre parce qu'on sait, par exemple, que Locke avait rédigé une lettre sur la tolérance. Oui. Il voyait en cela une façon pour l'État d'assurer qu'il n'y ait pas de guerre à l'intérieur même de l'Angleterre. Mais est-ce que ça avait été appliqué ou est-ce que les États-Unis les ont devancés? Les réflexions de Locke, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment où Locke a écrit sa lettre à la tolérance, il était exilé en Hollande, justement parce que Vous me devancez. Oui, c'était ma prochaine question. Il était plutôt exilé. Alors donc, même s'il y avait différents modes de tolérance qui étaient appliqués en Angleterre, il n'y avait pas strictement de régime de séparation. D'ailleurs, encore aujourd'hui, mais selon des modalités très différentes dont je pourrais parler, le chef de l'État, la reine, est aussi le chef de l'Église anglicane.
Alors, est-ce qu'on peut s'interroger à savoir est-ce que ça fait de l'Angleterre un pays qui ne pourra jamais atteindre la laïcité? Non, parce que les conditions dans lesquelles s'exerce ce type de pouvoir-là est largement symbolique. Mais au 18e siècle, quand les États-Unis ont fait la guerre d'indépendance par rapport à l'Angleterre, ils ont immédiatement instauré un régime qu'ils croyaient le plus bénéfique pour la paix sociale, un régime de tolérance et de séparation, et ils ont devancé, bien sûr, l'Angleterre là-dessus. Ils ont devancé l'Angleterre en tant que nation qu'en tant que pays, mais, et on pourrait y revenir tout à l'heure, l'Angleterre avait toutefois instauré, notamment au Québec, qu'elle avait conquis en 1759, avait instauré des principes laïcisants, des éléments laïcisateurs, en tout cas qui sont à l'origine de la pensée laïque, même avant les États-Unis. Madame Milot, si on parlait des relations entre la laïcité et la démocratie, dans votre livre, vous faites une affirmation qui est assez tranchante. Vous dites que toute démocratie est nécessairement laïque. Oui, toute une démocratie est nécessairement laïque parce que les prémices fondamentales de la laïcité rencontrent certaines des prémices fondamentales des démocraties. Alors, une des prémices absolument majeures d'une démocratie, c'est de reconnaître le pluralisme et de ne pas faire des classes de citoyens différentes en son sein. Autrement dit, des citoyens qui seraient privilégiés parce qu'ils ont telle appartenance religieuse et des citoyens qui n'auraient pas les mêmes droits parce qu'ils appartiennent à une autre religion ou qui n'ont pas de religion. Alors, la laïcité vise ces principes, que la laïcité soit proclamée ou qu'elle ne soit pas, mais comme idéal régulateur, la laïcité vise à garantir la diversité des conceptions du monde, à garantir donc par les libertés de conscience et de religion, par l'égalité, vise à les garantir ces grandes valeurs qui sont à la base des démocraties. Donc, une démocratie, même à ses premiers balbutiements, va se poser très, très rapidement la question de la cohabitation pacifique entre des personnes qui ont des visions du monde différentes. Donc, c'est pour cela que c'est sur quoi repose cette affirmation que la démocratie et la laïcité, finalement, cheminent ensemble. Madame Milot, on a parlé précédemment du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a institué la religion anglicane comme religion nationale. Est-ce que le Royaume-Uni peut-il quand même prétendre être un pays laïque? En fait, dans la mesure où on ne fait pas de la laïcité un modèle rigide, absolu, copié sur le modèle français, mais plutôt une conception de philosophie politique qui permet le vivre ensemble, comme je le disais plus tôt, une grande démocratie comme la Grande-Bretagne, présentement, applique les grandes conditions fondamentales de la laïcité, comme tous les pays, elle le fait parfois imparfaitement ou en se remettant en question ou en devant faire face à des circonstances qu'elle n'avait pas prévues, par exemple comme les attentats de 2005. Mais le fait que la reine soit chef de l'Église anglicane, ça relève d'un rôle qui est hautement symbolique. Et pour vérifier s'il y a un régime de laïcité ou non, c'est-à-dire si l'État est neutre, s'il est impartial, et s'il reconnaît les grands principes de séparation de l'Église et de l'État, on le voit dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il faut vérifier si l'État, lorsqu'il élabore des normes collectives, si ces normes collectives-là sont faites dans l'intérêt général ou sont faites en étant coloré d'anglicanisme. Or, ce n'est pas le cas. L'État britannique, le gouvernement britannique, élabore ses normes collectives, les lois collectives, dans l'intérêt général, et l'anglicanisme n'a pas un privilège moral dans l'élaboration des lois. Deuxièmement, les citoyens en Grande-Bretagne, les conditions d'appartenance à la Grande-Bretagne ne dépendent pas de l'appartenance religieuse des individus, comme c'était le cas au 15e, au 16e siècle dans la plupart des pays du monde. Alors, le fait d'être athée, d'être anglican ou d'être musulman ne fait pas des individus, des citoyens britanniques, des citoyens qui auraient des privilèges ou des droits différents. Alors, autrement dit, donc, les grands principes d'égalité, de reconnaissance de la diversité, d'impartialité de l'État, qui ne se mêle pas des affaires internes aux religions, sont respectés en Grande-Bretagne. Bien sûr,
selon la tradition de ce pays-là, parce que chaque pays, selon la tradition avec laquelle, l'histoire selon laquelle il a construit, aménagé ces principes-là, ils apparaissent selon des figures un peu différentes dans chaque pays. Madame Milot, dans votre livre, vous faites une mise en garde. Vous dites qu'il ne faut pas confondre la laïcisation avec la sécularisation. Sur quoi repose cette différence? C'est une différence qui est très importante et parce que elle est à la source de nombreuses confusions dans plusieurs pays. Alors, je vais d'abord vous les distinguer, puis je vais vous identifier des types de confusions qu'on retrouve. La sécularisation concerne l'émancipation des consciences dans la société, l'émancipation des mœurs par rapport aux autorités normatives des religions. Les individus, personnellement, peuvent, par exemple, continuer d'adopter les préceptes d'une religion. Mais collectivement, la société n'est plus soumise aux dictats d'une religion ou de normes religieuses. Donc, c'est une émancipation des mœurs et de la conscience par rapport aux autorités religieuses. C'est un concept culturel et sociologique. La laïcisation, c'est un concept politique. C'est l'État qui s'affranchit des normes religieuses, qui s'affranchit des dictats ou de la mainmise d'une religion ou d'une confession sur la mise en œuvre des normes et des pratiques de l'État. Alors donc, il peut y avoir des sociétés qui sont peu sécularisées, c'est-à-dire où la religion a une importance importante, le mot le dit, dans la société, mais que le pays est très laïcisé. À l'inverse, on a des populations qui sont très, très sécularisées, mais où il n'y a pas vraiment d'instauration de la laïcité. Le premier modèle de confusion qui me vient en tête, c'est bien sûr le Canada et le Québec en particulier, où on a affirmé pendant longtemps que le pouvoir de l'Église était quasi absolu sur tous les secteurs de la société. Or, on a confondu la puissance de l'Église, comme dirait Weber, la puissance, c'est une volonté de faire primer sa volonté dans la société, dans la culture. Oui, l'Église catholique a beaucoup influencé les mœurs, les attitudes, les normes morales de la majorité catholique du Québec, mais elle n'a jamais été organiquement liée au pouvoir, sauf dans le domaine de l'éducation, pour ce qui concerne l'éducation catholique dans les écoles. Donc, confusion. Même chose, confusion aux États-Unis. On dit que les États-Unis, c'est pas vraiment une démocratie laïque. Vous voyez comment les partis puisent dans des bassins d'électeurs qui sont des évangélistes fondamentalistes ou autres. Or, c'est probablement aux États-Unis où on retrouve les principes laïques les plus appliqués de façon la plus radicale. Par exemple, par rapport à la France se proclame laïque, etc., mais elle entretient les édifices de culte. Tous les édifices de culte qui ont été construits en 1905, ce qui est à peu près tous les édifices de culte catholiques ou chrétiens. Elle subventionne à 90% les écoles privées qui sont à majorité catholiques. Alors qu'aux États-Unis, ces options-là sont absolument interdites. C'est interdit de parler de religion dans une perspective confessionnelle à l'école. Il n'y a pas de subvention aux écoles privées. Les États-Unis n'entretiennent pas les églises et les cathédrales. Donc, la laïcité est plus étanche, c'est-à-dire l'État ne se mêle vraiment pas aux États-Unis, ne fait pas d'accommodement important par rapport aux religions dominantes historiquement. Moi, Madame Milot, j'aimerais savoir, je me demande, certaines gens craignent que l'État soit justement pas en imposant, mais en proposant, si on veut, des systèmes laïques, que l'État soit la cause peut-être du fait que la société se vide d'une certaine substance, de sa substance. Vous disiez, bon, l'Église, la religion peut être ce qui maintient les mœurs, les valeurs, bon, l'éducation dans une société. Est-ce qu'il y a une réelle raison de craindre qu'une société puisse perdre de sa substance lorsqu'on propose un système laïque dans une société? Absolument pas, et même c'est le contraire. C'est que la première grande définition qui a été donnée au 19e siècle de la laïcité dans le dictionnaire de Fernand Buisson, c'est pas comme suit, c'est l'État libre par rapport aux religions
mais les religions libres par rapport à l'État. Autrement dit, l'État n'a plus le droit de venir se mêler des affaires religieuses, à moins qu'il y ait délit juridique ou atteinte aux droits de la personne, par exemple, mutilation d'un individu à l'intérieur d'un groupe religieux ou quoi que ce soit. Mais les religions deviennent libres et la laïcité constitue la garantie de cette liberté dans la société civile de tous les groupes religieux ou de tous les groupes d'allégeance morale, humaniste et autres, pour qu'ils puissent déployer leur activité, qu'ils puissent solliciter des adhérents, qu'ils puissent, autrement dit, fonctionner vraiment librement. Dans la plupart des pays qui ne sont vraiment pas laïques ou où il y a une religion d'État, les religions ne sont pas libres de s'exprimer dans la société. Et la laïcité, ça n'est pas l'évidement du religieux, c'est l'impartialité de l'État pour que les individus soient libres dans la société, mais aussi que les religions soient libres dans la société civile. Dans votre livre, vous faites une analyse des diverses formes de laïcité qui existent ou qui ont existé. Vous dites qu'empiriquement, les diverses expériences de laïcité peuvent se classer en 5 catégories. Si on en parlait un peu, quelles sont les 5 formes de laïcité? En fait, c'est des catégories que l'on crée, qu'on ne trouve pas nécessairement empiriquement proclamées comme telles. Là, c'est l'analyste, c'est le professeur qui parle. Quand on essaie de classer un peu la réalité pour être capable de faire des nuances et faire des comparaisons. Alors, les modèles de laïcité que j'ai décrits sont, excusez le jargon, mais les auditeurs sauront très bien de qui je parle, de Weber. Ce sont des idéotypes, c'est-à-dire c'est des descriptions théoriques de la réalité qui permettent ensuite d'aller faire des comparaisons pour mieux comprendre la réalité sociale. Alors, j'en ai identifié 5 qui ne sont sans doute pas exclusives. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres éléments, mais ça me semble être les principales présentement qu'on retrouve encore dans le monde. Et, je vous le dis tout de suite, ces 5 idéotypes, ces 5 figures de la laïcité peuvent être dominantes dans un pays ou dans une époque à un moment donné, mais les autres peuvent toujours être présentes à un degré moindre. Autrement dit, ce n'est pas des absolus, des modèles absolus. Alors, il y a la laïcité séparatiste. On pense d'abord à Locke. Donc, il faut que l'Église et l'État soient vraiment séparés. Dans les laïcités séparatistes, on pense par exemple peut-être à la France, il faut que ce qui relève des choses de l'État, ce qui relève des choses de l'Église, il y ait une étanchéité pratiquement entre les deux. Alors, c'est presque un mur de séparation, comme on a utilisé le terme d'ailleurs aux États-Unis, le mur de séparation. Il y a une laïcité anticléricale, c'est-à-dire c'est une laïcité qui, pour se mettre en œuvre, doit s'en prendre généralement aux autorités religieuses quand elles veulent continuer à exercer leur pouvoir. Alors, elle devient anticléricale contre les clercs, mais cette laïcité-là, on l'a connue particulièrement au 18e, au 19e siècle en France. On la voit émerger dans certains pays d'Amérique latine, on la voit émerger dans certaines sociétés musulmanes aussi, qui s'en prennent donc aux autorités religieuses qui voudraient imposer leur dictat à toute la société. Mais cette laïcité anticléricale devient parfois carrément anti-religieuse. Alors, il y a soit des fragments de la population, des hommes politiques ou des groupes de la société civile qui deviennent, si vous me prêtez l'expression, pratiquement allergiques à tout ce qui est religieux dans l'espace public ou dans la sphère publique. On a entendu des choses au Québec pendant la commission Taylor-Bouchard, les forums, qui ressemblent un peu à ça. On ne veut pas voir de signes religieux dans l'espace public. C'est comme si il y avait quelque chose d'offensant ou d'agaçant à ce que quelqu'un puisse exprimer son appartenance religieuse publiquement. Donc, une laïcité anticléricale ou anti-religieuse. Il y a aussi des modèles de laïcité qui sont des laïcités autoritaires, c'est-à-dire des laïcités qui se sont imposées par le haut, par la force du politique et sans nécessairement de délibération ou d'un long cheminement à l'intérieur d'une société ou de l'État-nation. On pense au modèle de la Turquie, qui n'est pas le seul, mais qui est emblématique, où Atatürk, dans les années 30, a imposé une laïcité inspirée du modèle français de l'époque pour essayer de moderniser la Turquie.
Alors, il a interdit le port des signes religieux dans les universités, il a obligé les hommes à ne plus porter le fez, mais le chapeau. Donc, c'est imposer aux individus une façon d'être au nom d'une laïcité que l'on veut très restrictive, très rigide à l'égard du religieux. Généralement, une laïcité autoritaire s'instaure quand il y a des impératifs majeurs dans une société, des impératifs économiques ou des retards économiques, par exemple, ou des retards dans la modernisation. Il y a une autre type de laïcité que j'ai nommée de foi civique, un peu en référence à Jean-Jacques Rousseau, qui disait, le philosophe disait à l'époque que pour qu'une société puisse tenir ensemble, pour qu'il y ait du lien social, il faut que les individus, peu importe leurs croyances religieuses, peu importe leurs idéaux moraux, puissent adhérer à un certain nombre de dogmes sociaux pour faire lien ensemble. Et y adhèrent pratiquement inconditionnellement. Alors, aujourd'hui, cette figure de la foi civique, c'est vraiment l'adhésion des citoyens à des valeurs communes et de l'imposer de façon à ce que ce soit les valeurs toujours de la majorité qui soient finalement les valeurs qui définissent ce que doit être cette foi civique. Alors encore là, généralement, on va soupçonner les individus, on va avoir une suspicion à l'égard d'individus qui appartiennent à des groupes religieux minoritaires, que leur appartenance religieuse nuise à leur adhésion pleine et entière à la citoyenneté ou aux valeurs communes de la société. Ce qui n'est pas fondé, à mon avis, sociologiquement, mais c'est une perception qui est très tenace et qui est, à mon avis, une des racines du racisme, d'ailleurs. Enfin, un autre type de laïcité qui est probablement beaucoup plus exigeante, qui est probablement aussi celle sur laquelle la plupart des grands philosophes politiques de la justice sociale et autres se sont penchés depuis une 30 ou 50 ans. C'est une laïcité que j'appelle de reconnaissance, c'est-à-dire qui reconnaît la pleine autonomie morale des individus, qui n'essaie pas d'identifier ce qu'il y aurait des bonnes façons d'exprimer sa religion dans l'espace public ou des moins bonnes. Par exemple, une laïcité de reconnaissance ne se permettrait pas à un État qui adopte ce type de figure, cette logique d'application, de mise en œuvre des principes laïques, ne pourrait pas dire, par exemple, à une femme musulmane qui porte un voile qu'elle doit l'enlever pour s'émanciper. Alors, autrement dit, il reconnaît la pleine autonomie morale des individus et c'est une laïcité, une figure, une logique, parce que ce sont des logiques en fait. C'est une logique qui est très exigeante pour l'État, qui doit vraiment assumer s'imposer des restrictions quant à sa neutralité et vraiment veiller à assurer les libertés en toute égalité à tout le monde. Donc, cinq logiques, 5 figures qui peuvent se mélanger, je dirais, à des degrés variables dans différents pays. Est-ce qu'il y a une forme en particulier de laïcité qui respecte plus les principes de la laïcité elle-même? Je pense que d'un point de vue de sa mise en œuvre, la logique de reconnaissance, la logique de laïcité de reconnaissance est la plus exigeante et celle qui est le plus à même de rencontrer à un plus haut degré, bien que ce soit jamais dans l'absolu et parfait, là, à un plus haut degré les principes de neutralité, de séparation et de liberté de conscience, de religion et d'égalité. Cette laïcité de reconnaissance me semble être la plus à même de le faire. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas aussi aménager des sociétés pacifiques, des cohabitations pacifiques, mais elle vise davantage donc à maximiser les principes laïques. Rebonjour, vous êtes toujours à l'écoute des publications universitaires, diffusées tous les dimanches à 17h, à CIBL 101.5 FM Radio Montréal. Nous sommes présentement en entrevue avec Micheline Milot, professeure de sociologie des religions à l'UQAM et auteure du livre d'aujourd'hui, La laïcité en 25 questions, publié cette année aux éditions Novalis. L'entrevue se poursuit immédiatement. Madame Milot, si je vous posais une question d'actualité,
dernièrement, le gouvernement du Québec a décidé de modifier la Charte des droits et libertés du Québec pour faire en sorte que le principe d'égalité homme-femme prime la liberté de religion. Comment peut-on interpréter cette modification? Il y a plusieurs éléments sociologiques, mais je pense que il y a aussi des éléments de crainte sociale qui me semblent, moi, sociologiquement, peu fondés. Et il y a bien sûr, des raisons politiques pour faire une chose pareille, parce que ce n'est pas banal de nommer, mais ne serait-ce que symboliquement cette prépondérance, en tout cas, de l'égalité homme-femme. D'abord, sociologiquement, c'est étrange parce que la Charte des droits de la personne interdit déjà toute discrimination fondée sur le sexe. Alors donc, toute discrimination entre les hommes et les femmes est interdite par la Charte déjà. Alors, on s'est tous demandé, les juristes, ceux qui travaillent de près sur la question entre droit et religion, qu'est-ce que venait rajouter une clause interprétative qui pourrait dire, voilà, toute cette charte-là doit être interprétée en considérant qu'il y a une prépondérance de l'égalité des hommes et des femmes. Parce que dans le droit, et dans le droit international et dans le droit national, il n'y a pas de hiérarchie. Par exemple, l'égalité des hommes et des femmes ne peut pas être plus importante que la liberté de religion. Les droits s'équilibrent les uns et les autres. D'autant plus que ces deux droits-là, par exemple, la liberté de religion et l'égalité homme-femme, se retrouvent souvent dans la même personne. C'est-à-dire, donc, une femme, par exemple, musulmane, qui porte le voile et qui veut trouver un emploi dans la fonction publique en portant le voile. Alors, comment fait-on primer l'égalité homme-femme dans ce cas-là sur l'égalité de religion? Alors, il y a là comme une espèce de quadrature du cercle qui me semble difficile à gérer, mais mon opinion, c'est que on a craint que les religions qui sont présentes de plus en plus au Québec, comme l'islam notamment, parce que l'islam revient à de multiples reprises dans le document du Conseil du statut de la femme, que l'islam soit perçu comme rétrograde, soit perçu comme ne privilégiant pas l'égalité homme-femme, que les femmes soient davantage soumises dans l'islam et que ces valeurs-là, il faut veiller à ce qu'elles ne s'immiscent pas finalement dans l'espace social, mais surtout, il y a comme une visite d'émanciper ces femmes-là, en supposant qu'elles ont une mauvaise conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles se pensent libres, mais elles ne le seraient pas dans le fond. Alors donc, il y a comme une crainte de l'autre, à mon avis, et une interprétation de ce que signifient les adhésions ou les prescriptions religieuses de l'autre, j'appelle de l'autre entre guillemets, par rapport à nos valeurs et notre conception de l'égalité. Madame Milot, une question qu'on doit obligatoirement vous poser. Lorsqu'on lit la première phrase de la Constitution canadienne, on constate que la première chose qui est inscrite, c'est que le Canada reconnaît la suprématie de Dieu. Est-ce que cette phrase ne vient pas anéantir toutes les prétentions laïques de notre pays? En fait, il y a beaucoup dans tous les pays du monde, il y a soit dans les constitutions ou soit dans les traditions nationales des références soit à la religion ou à Dieu. Comme par exemple aux États-Unis, vous connaissez la devise du dollar américain, In God We Trust. Et il y a un déisme institutionnel, c'est-à-dire symbolique, qui n'affecte pas la gestion et la mise en œuvre des politiques de l'État. Si on revient donc à ce préambule de la Constitution, il est apparu d'abord surprenant parce que cette référence à Dieu apparaît en 1982, quand le Canada a rapatrié la Constitution d'Angleterre et que la Constitution est devenue vraiment canadienne. Et aucune des constitutions précédentes ne faisait référence à Dieu. Alors, c'est la première fois qu'il y a eu cette référence-là. Bon, elle a été demandée par des députés, un député notamment conservateur, qui était très traditionnaliste d'un point de vue religieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas tout le détail des débats, mais il y a des circonstances sociologiques, il y a une effectivité juridique dont il faut
prendre acte pour valider ou vérifier la valeur ou la portée de cette préambule-là. Et dans le préambule, il y a on dit la suprématie de Dieu, mais on ajoute tout de suite la primauté du droit. Et la première liberté qui est énoncée dans la Constitution canadienne, c'est la liberté de conscience et de religion. La première liberté qui est énoncée. Alors, nous avons le paradoxe d'une Constitution qui ajoute une référence à Dieu qui n'existait pas dans les Constitutions précédentes et dont la première liberté énoncée permet de renoncer, de décrier finalement ce qui est inscrit dans le préambule. Alors déjà, vous voyez que la primauté du droit doit sans doute avoir un poids plus important, mais les constitutionnalistes qui ont analysé la portée de cette indication dans le préambule, qui n'a jamais été utilisée d'ailleurs par les juges depuis 1982, jamais qu'une cause a été jugée avec cette clause-là qui pourrait être interprétative, parce qu'un préambule, généralement, ça sert à interpréter une constitution. Elle n'a jamais été utilisée. Alors, les constitutionnalistes ont analysé que la seule portée qu'aurait cet énoncé dans le préambule, ce serait que le Canada ne pourrait pas, à moins de changer la Constitution, ce qui n'est pas facile à faire, ne pourrait pas se déclarer un État athée. Autrement dit, l'athéisme qu'on a connu en Russie ou, en Albanie ou dans des pays où le communisme a régné, le Canada ne pourrait pas se déclarer athée. Et il faut aussi se rappeler que la Constitution de 82 a été adoptée avant que le mur de Berlin ne tombe. Alors, il y avait encore dans l'air la crainte du communisme qui était beaucoup plus fort aux États-Unis qu'au Canada, mais cela était encore dans l'imaginaire collectif. Donc, il peut y avoir eu des traces de ça, la crainte qu'un État qui a toujours été très libéral par rapport aux libertés de religion devienne soudainement, se déclare un État athée. Alors donc, c'est la seule portée qu'a ce préambule, mais j'avoue effectivement qu'il a quand même qui n'est pas sans portée symbolique pour un athée ou pour quelqu'un qui ne croit pas en une divinité en particulier. Le fait qu'il soit finalement sous la juridiction d'une constitution qui nomme la suprématie de Dieu, je crois que même si ça n'a pas de portée juridique, cela a quand même une portée symbolique au niveau social. Madame Milot, si on faisait encore un peu d'histoire, quelles ont été les grandes dates et les grands événements qui ont contribué à faire progresser la laïcisation au Québec et au Canada? Il y a effectivement des moments historiques qui ont devancé sous plusieurs aspects ce qui se passait dans des grandes nations comme les États-Unis, la France ou l'Angleterre. Alors, un des éléments très marquants, c'est l'octroi de la liberté de culte aux catholiques. Alors, généralement, au 18e siècle, il y avait toujours une religion d'État où on adoptait la religion du roi. Quand il y a eu la conquête britannique, on a cassé l'ancien régime français, qui était vraiment la religion du roi, la religion du pouvoir, la religion catholique qui légitimait le pouvoir du roi. Mais on a octroyé la liberté de culte aux catholiques immédiatement, qui était bien sûr une façon très pragmatique de s'assurer la loyauté de ces individus qui étaient majoritaires sur le territoire. Mais la liberté de culte fait partie des éléments laïcisateurs dans tous les pays. L'octroi de la liberté de culte, que tous les grands philosophes du 18e siècle ont réfléchi sur cette question-là. Les États-Unis étaient eux aussi, les colonies américaines, qui n'étaient pas encore fédérées sous le nom des États-Unis, n'octroyaient pas la liberté de culte aux catholiques. Et quand ils ont vu que l'Angleterre, parce qu'ils étaient encore des colonies britanniques, octroyait la liberté de culte aux catholiques, et ils ont été furieux parce qu'ils les considéraient comme des papistes qui avaient excommunié la reine d'Angleterre, etc. Donc, c'est déjà un acte très important dans notre histoire. Un deuxième acte très important qui date de 1774, la première constitution a aboli
ce qu'on appelait le serment du test. Et aux États-Unis, c'était le religious test. Les citoyens n'avaient pas les mêmes privilèges face à la fonction publique, par exemple, ou pour avoir un travail. Pour s'assurer de la loyauté d'un citoyen qui devenait soit jury dans un procès ou qui voulait devenir fonctionnaire, exercer une fonction publique, il devait renoncer aux aspects de son identité religieuse qui n'étaient pas ceux du conquérant ou celui de la majorité. Chez les catholiques, le serment du test considérait à abjurer leur fidélité au pape, à renoncer à la croyance à la transsubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin lors de la messe deviennent, lors de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, ce à quoi que ne croient pas les protestants. Et troisièmement, qu'ils renoncent aussi à la croyance en la Vierge. Alors, autrement dit, ce qui dépassait, ce qui était différent de la religion de la majorité, ils devaient l'abdiquer pour avoir accès aux fonctions publiques. Donc, il n'y avait pas de détachement des conditions d'appartenance citoyenne, des conditions religieuses. Avec l'abolition du serment du test, d'un point de vue historique et d'un point de vue, je dirais, des libertés qui sont à la base de l'idée laïque, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe. C'est qu'on délie les conditions d'appartenance religieuse des conditions de l'appartenance citoyenne. Et il faut dire que historiquement, ils ne l'avaient pas vraiment appliqué. Il y avait eu un régime de tolérance entre 1759 et 1774, ce qui fait qu'on a des traces comme quoi le serment du test n'était pas appliqué. Mais c'est autre chose de le nommer dans une constitution. Alors, la constitution de 1774, donc, invalidait le serment du test. Un troisième élément, c'est que si vous regardez les constitutions de 1774, de 1791, il n'y a pas de religion d'État qui est signalée. On ne dit pas la religion du Québec, c'est les religions anglicanes. Et si ça avait été le cas, s'il y avait eu une religion d'État officielle, on disait que c'était la religion de l'Église d'Angleterre. S'il y avait eu une religion officielle, il aurait fallu amender une constitution pour ce qu'on appelle désétablir la religion. C'est ce qu'a fait les États-Unis avec le premier amendement de la Constitution. Le fait qu'aucune constitution n'ait jamais eu besoin de désétablir, on appelle ça une clause de désétablissement, n'a jamais eu de clause de désétablissement, montre en fait, par la négative, par le vide, que les principes laïcisants étaient présents, mais sans qu'on le dise, ce qu'on peut appeler une laïcité de fait. Une laïcité encore imparfaite, parce que c'est, bon, il y a plusieurs, on est en, l'histoire construit graduellement et aménage graduellement ces principes-là, mais disons que les linéaments, les racines des éléments laïcisateurs d'un pays étaient déjà présents, donc liberté de culte, égalité des cultes en 1834, abolition des privilèges accordés à certains citoyens en vertu de leur appartenance religieuse et pas de religion d'État officielle. Et au milieu du 19e siècle, l'Église anglicane n'avait que quelques privilèges économiques parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux pour faire vivre les bâtiments, pour faire vivre les bâtiments, mais entretenir les bâtiments de culte, etc., c'était difficile. Alors, elle avait quelques privilèges économiques qu'elle a tout entièrement perdu. Madame Milot, il reste un peu de temps. On aurait peut-être le temps pour une question farfelue. On a appris dans votre livre que le deuxième principe de la laïcité repose sur la neutralité de l'État envers les religions. Cette neutralité dite axiologique signifie que l'État s'interdit de juger de la légitimité ou de la crédibilité des religions. Dernièrement, un nouveau mouvement religieux au Québec est apparu. Depuis quelques années, on a vu apparaître la religion pastafariste. Les pastafaristes vouent un culte à un prétendu monstre de spaghettis volants. Monstre qui aurait créé l'univers en une seule journée. Selon les principes de la laïcité, tout État laïque se devrait de reconnaître cette religion et d'aménager l'espace public en conséquence? En fait, c'est pas exactement comme ça que si j'adhérais à cette religion, il semble très intéressant, parce qu'il y a le mot pasta au moins dedans. C'est la liberté que des individus puissent se réunir et, s'ils ne portent pas atteinte à l'ordre public et ne portent pas atteinte à l'intégrité des individus, aux droits d'autrui, qu'ils puissent, quel que soit l'aspect farfelu de leur croyance,
qu'ils puissent les vivre et les exprimer. Ça ne veut pas dire que l'État les reconnaît les reconnaît juridiquement ou parce qu'il n'y a pas de culte reconnu au Canada. Alors, mais dans la société civile, les croyances les plus farfelues peuvent cohabiter à côté de croyances que l'on considère non farfelues parce qu'elles ont une longue histoire, mais qui pourraient apparaître tout aussi farfelues. Par exemple, naître d'une femme vierge, ça peut apparaître aux yeux de certains quelque chose qui peut être farfelu, mais pour ceux qui croient à cela, ce n'est pas farfelu. Mais la laïcité s'interdit de juger pour laisser les individus libres dans la société civile, toujours dans les limites du droit d'autrui et de l'ordre public. Madame Milot, on a appris beaucoup de choses avec vous cette semaine. Madame Milot, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Ça fait un plaisir. C'est donc ce qui met fin à cette autre édition des Publications universitaires. Notre invité de la semaine, Micheline Milot, était avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier livre, La laïcité en 25 questions, publié en 2008 aux éditions Novalis.